Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Jean-Claude Bologne, qui est poète, spécialiste en iconologie médiévale et membre de l'Académie royale de langue et de littérature française en Belgique. Voilà, c'est dit. Jean-Claude Bologne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, d'histoires, mais aussi de romans, et vous venez justement de publier votre dernier roman qui s'intitule « L'âme du corbeau blanc », paru aux éditions Malmström. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle parfois un roman d'anticipation. Qu'est-ce que vous anticipez, en fait, dans votre livre ? C'est même ce qu'on appelle un roman post-apocalyptique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit un monde une fois qu'il a été détruit, et détruit en l'occurrence par, dans mon roman, une eau amère, c'est-à-dire une eau extrêmement acide qui convertit en elle-même toutes les autres formes d'eau, y compris l'eau qui est dans les cellules, donc qui dissout tout sur son passage. Et un petit groupe de survivants se retrouve derrière un mur de diamants expansés, qui est la seule matière capable d'arrêter cette eau amère. Toute la question étant de dire, est-ce qu'il vaut mieux survivre dans un enclos prisonnier ou essayer de voir si l'eau n'a pas perdu son pouvoir et est-ce qu'on peut sortir de ce mur qui est incassable et est-ce qu'il vaut mieux rester ou sortir. De fait, les jeunes qui sont sur cet îlot préservé songent à s'évader. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre roman un petit peu cette idée voilà, de trop vouloir se protéger aussi, comme on peut l'avoir par exemple en Occident, par rapport au monde extérieur? Est-ce que finalement ce n'est pas contraire à l'humanité ? Oui, alors ce sont des jeunes dont le plus âgé avait 5 ans au moment de ce que j'ai appelé la grande catastrophe, donc qui ne connaissent pas l'ancien monde et qui sont gérés, administrés par des adultes qui, eux, ont connu l'ancien monde. Et il y a donc cet espoir, lorsqu'ils atteignent une vingtaine d'années, d'aller voir ailleurs. Et chez plus anciens, ils ont conscience de s'être protégés d'une catastrophe. Ils ont vu ce que j'ai appelé les réfugiés, et ce n'est pas un hasard, qui venaient mourir devant chez eux, devant ce mur, de l'autre côté du mur. Et comment est-ce qu'on fait avec sa conscience pour voir mourir ceux qui ne peuvent pas entrer, en sachant que s'ils entraient, le refuge ne pourrait pas les accueillir tous. Il y a effectivement cette problématique qui est très actuelle que j'ai projetée sur un monde futur. Alors il y a quelques dirigeants évidemment qui sont là pour guider ces jeunes. Ils mettent une sorte de dictature en place, en tout cas une sorte d'oligarchie. Et bizarrement, les livres sont interdits. Pourquoi cette interdiction ? Alors ce qu'il y a dans mon roman Provoquer la fin du monde, c'est à la fois les égarements de la science. On découvre une eau, un acide au pouvoir extrêmement fort et on n'a pas la sagesse de renoncer à le multiplier. Et bien entendu, un jour, un accident arrive. Et donc là, il y a une interdiction des livres. Et en même temps, cette arme terrible arrive entre les mains de fanatiques. Et donc, il y a une interdiction parallèlement de la religion et une exclusion de Dieu, parce que c'est au nom de Dieu que le monde a été détruit. Donc le refus du livre et de l'écriture, de la lecture et le refus de Dieu, pour moi, sont complémentaires. Comment expliquez-vous que cette complémentarité, ça veut dire que refuser Dieu, c'est quelque part refuser la culture, une certaine culture, refuser ses racines? Parce qu'effectivement, les dirigeants veulent véritablement faire table rase d'un passé qu'ils veulent tout à fait oublier. Alors, c'est tenter d'extirper, au sens étymologique du terme, la cause du problème, et donc de se couper d'une tradition. Mais en même temps, on ne peut pas vivre sans tradition. Donc il faut réinventer une tradition. Et
à partir du moment où on a interdit la Bible, où on a interdit la référence à une religion, il y a une autre tradition, un texte qui s'écrit mais qui n'est jamais transmis choralement. Donc il y a tout un récit sur l'origine du monde qui doit se remettre en place parce qu'on ne peut pas vivre sans créer quelque part. Et le gros problème que j'ai essayé de traiter dans ce roman, donc sous une forme tout à fait fictive, est de savoir si ce terreau artificiel, un récit que l'on reconstitue artificiellement, a la même puissance qu'un récit qui était malaxé par des générations et par des millénaires. Et est-ce que ça fonctionne dans le cas des héros de ce roman? Alors, ça fonctionne pendant 15 ans. Ça a fonctionné pendant 15 ans jusqu'au moment où il y a une petite égratignure. La petite égratignure, c'est un mensonge. Le mensonge, à la suite d'un vol, donc d'une faute, égratigne la vérité. Et à partir du moment où la vérité est fêlée, c'est comme si le mur de diamants expansés était fêlé. On n'a plus confiance dans la solidité ni du mur, qui nous protège, ni de la tradition dans laquelle on s'ancre. Et tout petit à petit s'effiloche. Le récit qu'on essaie de reconstituer est bien entendu calqué quelque part sur la Bible, un peu adapté, mais l'histoire elle-même redevient un récit biblique. La première faute entraîne la première mort et la mort entraîne l'exclusion du paradis. Et pour eux, le paradis, c'est quand même cet endroit clos dans lequel ils sont sécurisés. Alors évidemment, les menaces ne manquent pas aujourd'hui. Il y a le dérèglement climatique, l'illusion peut-être d'une croissance illimitée, ou la démographie galopante dans certaines régions du monde, ou au contraire le vieillissement. Est-ce qu'il y a une de ces problématiques qui vous a davantage inspiré pour votre roman ? Alors, comme c'est un récit post-apocalyptique, il y a effectivement le problème d'une catastrophe écologique et d'une catastrophe écologique qui n'est pas due à l'activité humaine dans ce qui m'intéressait, mais à une manipulation scientifique. Et il y a pas mal effectivement d'exemples de ce qui pourrait un jour détruire l'humanité par l'usage d'armes que l'on est en train de mettre au point. Mais dans ce genre de récit, on a envie de caricaturer un petit peu notre époque pour voir comment une série de comportements qui nous semblent normaux, avec tous les guillemets qui s'imposent aujourd'hui, peuvent dériver. À partir de l'abandon de chiens sur autoroute, j'imagine qu'un jour, quand on part en vacances et qu'on veut faire des vacances de rafting, on va abandonner un bébé sur l'autoroute, et donc une société protectrice des bébés, comme il y a une société protectrice des animaux, se charge de les élever dans un orphelinat. J'ai imaginé que c'est la fin des guerres, parce qu'on a l'ordre international, mais tous les ce qu'on appelle des conflits frontaliers prennent une dimension extraordinaire. Donc j'ai effectivement essayé de voir comment toute une série de travers de notre société peuvent, avec un peu d'imagination, entraîner de grands changements et une possible catastrophe. Alors Jean-Claude Belot, une dernière question, et la question est aussi posée dans votre roman. Qu'est-ce qui peut sauver l'humanité? Un Messie, Dieu ou finalement l'humanité elle-même? Alors, le Messie, personnellement, je n'y crois pas, je ne suis pas croyant. L'humanité, pour moi, mon Messie. Ça veut dire que s'il y a un sauveur quelque part, la graine est en nous. Il suffit de la laisser croître et donc de s'écarter de tout ce qui peut étouffer la croissance de cette petite graine d'humanité qu'il y a en chacun de nous, y compris les pires personnages de mon roman ont une petite graine d'humanité qui aurait pu éclore quelque part. Et finalement, l'espoir est symbolisé par une aigrette de pissenlit qui parvient à franchir le mur et qui veut bien dire que la vie a repris ailleurs. Et cette aigrette de pissenlit, ce n'est presque rien, mais c'est ça qui va sauver l'humanité.
Jean-Claude Bologne, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre dernier roman, dont on rappelle le titre, L'âme du corbeau blanc. Chers amis, merci d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez savoir ce que veut dire L'âme du corbeau blanc, eh bien, je vous invite à lire ce livre, donc publié aux éditions Maelström. Si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur RTBF Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne nuit à toutes et à tous.